Bienvenue, merci à tous de votre présence. Pour information, le webinaire va durer à peu près 45 minutes, donc il va se terminer voilà, vers 13h15 environ. Donc je me présente, je suis Lorelai, chargée des activités culturelles sur Angers. Nous sommes ici tous ensemble pour le lancement du prix BD 2025, prix organisé par Sésame National, qui présentera 9 BD que nous allons découvrir tout à l'heure. Vous aurez tout au long de ce webinaire la possibilité de poser des questions avec le petit onglet que vous avez en bas, Q&R, et nous y répondrons à la fin avec plaisir. Donc n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Et maintenant, je laisse le soin à mes collègues qui sont présents ici avec moi de se présenter. Mais sachez qu'il y a avec nous la technicienne de l'ombre Jordan, à qui je serai susceptible probablement de faire appel pendant ce webinaire. Bonjour à tous, je suis Sarah Chassa et je m'occupe des activités culturelles pour Sésame dans la ville de Nantes. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jennifer Euzé, chargée des activités culturelles à Laval et au Mans. Bonjour à tous, Yann Pignon, chargé des affaires culturelles dans le Grand Est. Alors aujourd'hui, la sélection que nous allons vous présenter, elle est issue du travail de trois comités de lecture de trois régions différentes, l'Île-de-France, Pays de Loire et le Grand Est. Chaque comité de lecture a lu un certain nombre de bandes dessinées et en a retenu 9. La sélection officielle que vous aurez tout à l'heure est l'assemblage, l'union de ces trois sélections. En tout, il y a eu comme plus de 120 bandes dessinées qui ont été lues par les comités de lecture pour n'en retirer que 9 des meilleures bandes dessinées selon nous. Donc, on va débuter la présentation des bandes dessinées par Sarah. Merci. Donc la première bande dessinée que je vais vous présenter, c'est Bobigny 1972. Voilà. Donc c'est une BD de Marie Bardiot-Vaillante et donc au scénario et à l'illustration Carole Morel. Donc, bon, comme vous avez pu le voir, c'est un BD sur un procès qui est connu, je pense, de pas mal de personnes. Donc, c'est vraiment un épisode marquant de l'histoire du féminisme français. C'est le procès qui a ouvert la voie à la légalisation de l'avortement en France. Donc tiré d'histoire vraie, hein, comme vous pouvez le constater. C'est une BD en fait où on suit le personnage au milieu, la personnage blonde, Marie-Claire Chevalier, donc qui est une mineure accusée d'avortement clandestin après un viol. On suit elle et sa mère, donc qui a été son soutien infaillible pendant tout ce procès et qui l'a également aidée à avorter. Et donc, à gauche, vous l'aurez certainement reconnue après la cérémonie des JO où on a pu parler d'elle, donc Gisèle Halimi. Donc, c'est le procès qui a voilà, débuté à la voie de la légalisation en France, qui a montré cette injustice. Donc, voilà, on a tous les détails sur ce procès. On a les plaidoiries de Gisèle Halimi qui sont percutantes, qui sont très émouvantes. Elle arrive vraiment à capter son auditoire. Et voilà, on est happé pendant toute la BD là-dessus. Et donc, on a le style graphique de Carole Morel qui est voilà, sur des... Alors là, on est plutôt sur des couleurs sombres sur les planches qu'on va vous montrer, mais on a aussi des couleurs sépia pour rappeler les années 70. Et on a vraiment cette dualité de planches sombres qui montre la difficulté, l'épreuve par laquelle Marie-Claire passe. Et vous découvrirez ensuite les planches des plaidoiries d'Alimi qui sont vraiment géniales. Donc voilà, ça permet vraiment de faire un petit cours d'histoire sur le début de la légalisation de l'avortement en France, l'audace de Gisèle Halimi dans sa défense. Donc voilà, une œuvre d'intérêt général qui n'est pas sans rappeler un procès qu'on a eu en 2024. Donc voilà, et ce procès qui a changé à jamais le droit. Voilà, donc n'hésitez pas encore si vous avez des questions à poser dans le chat.
Et je vais laisser la parole à Lorelai pour parler d'une autre forme de combat. Alors ici, on a Carcajou, écrit par El Diablo, pardon, et illustré par Gillian de Roche et édité par Sarbacane. C'est une BD qui se déroule à la fin du 19e siècle, dans le Grand Nord canadien, comme on peut le voir là sur la couverture. L'histoire raconte un combat mené entre Jay Foxton, un entrepreneur sans scrupules, qui règne sur la petite ville de Cinner Gulch. C'est près de Calgary, pour ceux qui connaissent vraiment dans l'ouest du Canada, où il détient presque tout, des terrains, des commerces et même la police. Et pas très loin de là vit Gus Carcajou, un ermite au caractère rugueux qui détient son nom de l'animal, un glouton, un mammifère solitaire qui est féroce et qui n'a peur de rien. Gus Carcajou, qui ne se contente que de chasser, de pêcher et d'exploiter des ressources d'or pour subvenir à ses besoins, apprend que son terrain cache une nouvelle richesse, le pétrole. Donc vous vous doutez bien que ce pétrole attire fortement l'attention de Jay Foxton, et il n'hésite pas, pardon, à manipuler les superstitions populaires pour subvenir, pardon, à ses besoins, ses envies de récupérer le terrain de Gus Carcajou. Et il va user de toutes ses ressources pour s'emparer de la terre de Carcajou, son ennemi juré. La BD, c'est un western qui se distingue par une intrigue captivante et des personnages profonds. Et malgré un début assez classique pour le genre, où le riche magnat souhaite s'emparer du territoire d'un homme dur et indépendant, le scénario évolue de manière assez intéressante et l'histoire gagne en profondeur à mesure où on découvre les motivations complexes des personnages. Le dessin de Carcajou, comme vous pouvez le voir sur les slides suivantes, est moderne et dynamique. Et même si le dessin ne plaît pas à tout le monde, il sert quand même parfaitement le récit. La colorisation accompagne subtilement l'atmosphère du Grand Nord. Les paysages sont vastes et déserts et c'est traité avec soin. Et les scènes d'action, notamment dans la deuxième partie de la BD, sont très très bien réalisées et ça contribue à l'intensité du récit. Carcajou, du coup, c'est quand même un récit très prenant, avec un bon équilibre entre l'action et la psychologie des personnages. Il y a plusieurs twists qui donnent du relief à l'intrigue et qui font de ce western un excellent, excellent divertissement. Après le Canada, donc, on va continuer de voyager avec une BD qui nous emmènera maintenant au Danemark. Donc, je vais vous présenter Copenhague de Anne-Caroline Terkel-Risberg. Pardonnez-moi si je ne prononce pas très bien. Donc déjà, quelques petits mots sur les auteurs. Donc Anne-Caroline Pandolfo, c'est une autrice de bande dessinée française. Après ses études, elle a travaillé pendant 3 ans pour Arte et elle a écrit et réalisé 2 séries de dessins animés, qui Flatmania pour France 3 et Prospect sur M6. Et c'est en 2012 qu'elle va commencer sa collaboration avec Terkel Risberg, avec leur première bande dessinée, Mine, une vie de chat. Donc, Terkel Risberg est, lui, danois. Avant même de savoir parler français, il vient à Paris pour finir ses études et se forme aux techniques de l'animation. Il devient chef décorateur et storyboarder pour de nombreuses séries de dessins animés, dont Charlot, Yakari et Le Chat du Rabbin. Alors, dans cette bande dessinée, ils mettent en scène une héroïne, Nana Miller, qui est partie à Copenhague sur un coup de tête, fatiguée des disputes avec sa fille. Arrivée sur place, Nana Miller est bloquée dans la ville suite à la découverte du cadavre d'une sirène en plein centre-ville. Elle va alors mener l'enquête après sa rencontre avec Tussen, si je prononce bien, qui s'occupe de l'hôtel où elle loge et de son chien prénommé Nom d'un chien. Alors, Copenhague, c'est une bande dessinée qui pourra vous séduire par son originalité et son humour. Les personnages sont attachants, notamment Nana, qui est une héroïne fragile et déterminée, mais aussi une galerie de personnages loufoques, notamment le membre des clubs des caniches, que vous pourrez voir dans la bande dessinée. Si vous pouvez voir les planches, merci. Le mélange des genres entre polar, conte de fées et comédie fonctionne à merveille.
Le dessin est tout en rondeur, pastel, qui crée à la fois une atmosphère douce, mais aussi qui peut parfois être inquiétante. Donc, je vais vous laisser et Lorelai va continuer pour vous présenter la prochaine bande dessinée. Alors, c'est au tour du Ciel dans la tête de Altariba et Sanchez, qui est une bande dessinée éditée par De Noël Graphique, poignante, très engagée, qui plonge au cœur du parcours d'un enfant soldat qui s'appelle Nivek, originaire de la République démocratique du Congo. Ce récit initiatique aborde la dure réalité de la migration clandestine. Le parcours de Nivek, arraché à la misère des mines de Kivu, le mène à travers une Afrique dévastée par la violence pour tenter de fuir vers un avenir incertain en Europe. Alors pour vous rappeler un petit peu ou pour vous situer pour ceux qui ne savent pas trop, les Kivu sont célèbres pour leurs ressources naturelles, notamment les minerais précieux comme le coltan, le cobalt, l'or, le tungstène, etc., qui sont exploités dans des conditions critiques. Le coltan en particulier, qu'on voit beaucoup dans cette BD, est un minerai essentiel dans la fabrication de produits électroniques, ce qui a attiré l'attention internationale et alimenté forcément des luttes de pouvoir et d'exploitation. Donc, dans son périple, Nivek subit les horreurs du travail forcé dans les mines d'abord, en tant qu'enfant, l'endoctrinement en tant qu'enfant soldat et les épreuves cruelles de la traversée du désert et de la Méditerranée. Chaque étape qu'on suit est une épreuve de survie. La BD se distingue par son traitement très réaliste de thèmes lourds tels que la misère, l'exploitation, les violences diverses et l'injustice sociale. Cette approche, je dois vous le dire, qui est très crue, parfois choquante, met en lumière la responsabilité des puissances occidentales dans le maintien de systèmes d'exploitation en Afrique, notamment à travers le commerce du coltan. Alors, qu'il plaise ou pas, le dessin, quant à lui, alors on peut le voir dans les slides suivantes, voilà, joue un rôle fondamental dans l'impact émotionnel de l'œuvre. Les personnages sont représentés avec des proportions exagérées, on peut le voir sur la slide après, il me semble. Voilà. Notamment le corps très longiligne, déformé, qui crée une sensation de souffrance physique et mentale qui est omniprésente. Donc, Le ciel dans la tête, c'est une BD qui est difficile à lire, mais qui mérite vraiment une attention toute particulière et qui a largement sa place dans la sélection. Mais après les combats aux armes à feu dans cette BD, Jennifer va nous présenter une BD qui est un peu plus légère quand même que celle-ci et qui met aussi en scène des combats d'une autre époque, celle des capes et d'épées. Une pour toutes, au scénario et au dessin Dominique Monferry. Il s'agit d'une adaptation du roman de Jean-Laurent Del Socorro et c'est une bande dessinée qui a été publiée aux éditions Rue de Sèvres en mars 2024. Alors la bande dessinée, elle retrace la vie de Julie Daubigny, dite Julie Maupin, avant sa carrière à l'opéra. Alors Julie Daubigny, c'est une jeune fille qui se bat à l'épée, qui collectionne les amants et les amantes. Elle a été élevée à la cour de Versailles au XVIIe siècle, pardon, mais elle est rapidement désireuse de vivre selon ses propres aspirations. Donc son seul mot d'ordre l'on retrouve tout au long de la bande dessinée, c'est la liberté. Alors au-delà de cette histoire, c'est un traitement un peu original dans cette bande dessinée parce qu'on va voir apparaître rapidement l'apparition quotidienne de Méphisto. Donc c'est un être maléfique qui désire tout au long de la bande dessinée acquérir l'âme de Julie. Alors Julie, elle va toujours lui échapper, elle va se jouer de la situation et une forte complicité va se nouer entre les deux, entre Julie et Méphisto. Donc au-delà d'une biographie originale, c'est aussi une BD d'aventure. C'est vraiment la BD cap et épée de cette sélection. Je vais vous faire passer quelques planches de la bande dessinée. Donc vous voyez que Dominique Monferry utilise un dessin à l'aquarelle. C'est très très détaillé, notamment les scènes de combat. On a vraiment de sublimes planches de duel. Voilà, un dessin à l'aquarelle extrêmement délicat pour cette bande dessinée. Et je vais vous laisser maintenant découvrir Le lierre et l'araignée, présenté par Lorelai.
Ah, non, Ah, ce sera moi. excusez-moi. Pas Yann. Excuse-moi, Yann. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous présente le lierre et l'araignée, donc par Grégoire Carlet. Alors, quelques petits mots encore sur l'auteur, car celui-ci va grandir à Ilkirch Grafenstatten, qui parlera certainement à quelques spectateurs, puisque c'est une ville alsacienne, d'où est originaire Bloch, aussi célèbre auteur de bande dessinée. Donc, après avoir obtenu son diplôme et d'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg en 2007, il collaborera avec la maison d'édition, pardon, l'association, pour la trilogie Bakou. Selon ses ouvrages, il va occuper le poste de scénariste ou de dessinateur. Et pour Le Lierre et l'Araignée, il sera aux deux postes en tant que scénariste et dessinateur. Au départ, Le Lierre et l'Araignée étaient prévus pour être un ouvrage sur la pêche à la mouche, technique de pêche que l'auteur a appris par son grand-père. Mais au fil de l'écriture, cet ouvrage va devenir une bande dessinée historique, et puisqu'elle va nous plonger au cœur de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire se déroule sur deux temporalités. 1940, alors qu'Hitler annexe l'Alsace, un groupe d'adolescents va retrouver des caisses de munitions dans un fort, la caisse qui a été laissée par l'armée française, et ce groupe d'adolescents va s'engager dans la résistance en créant le réseau La Feuille de Lierre. La deuxième temporalité, c'est 1995, où un jeune garçon fasciné par les histoires de son grand-père découvre progressivement son passé de résistant. Le titre vient donc du nom du groupe des adolescents résistants, et l'araignée, c'était le surnom que les Alsaciens donnaient à la croix gammée. Comme vous pouvez le voir sur les planches suivantes, le dessin est tout en finesse et parfaitement adapté à l'ambiance de l'histoire. Toutes les planches ont été colorées directement à l'aquarelle. L'auteur a mené un travail de recherche approfondi pour reconstituer le parcours de son grand-père, puisqu'il n'a pas pu avoir le récit de l'histoire de son grand-père par sa bouche, celui-ci étant décédé prématurément. Cette démarche lui permet de rendre hommage aux héros de l'ombre, tout en offrant aux jeunes lecteurs ou ceux qui ne connaissaient pas cette page de l'histoire une découverte passionnante de l'histoire de la France. C'est à la fois un récit d'aventure, une réflexion aussi sur la transmission de la mémoire. La bande dessinée explore les thèmes de l'amitié, du courage, de la résilience, de l'importance de se souvenir des événements passés pour construire l'avenir. Elle allie le grand récit historique à l'intimité d'une histoire familiale, offrant ainsi une lecture à la fois instructive et émouvante. Je passe la main à Lorelai pour la prochaine bande dessinée. Alors, je vais vous présenter Rivage lointain, une BD écrite et dessinée par Anaïs Floni, qui raconte l'histoire de Jules, un jeune immigré italien de 17 ans qui vit dans la pauvreté en 1938 à Chicago. Il enchaîne les petits boulots et un jour il croise la route d'Adam Tsar, un membre charismatique de la mafia locale qui séduit Jules par son pouvoir et son influence. Attiré par l'argent et les privilèges, Jules accepte de travailler pour Adam ou Adam, excusez-moi, je ne sais pas trop si on le prononce à l'anglaise ou à la française, en récupérant le pizzo des commerçants et en échange de leur protection. Mais au-delà de ce partenariat professionnel, une relation amoureuse secrète se développe entre eux, une liaison qui est difficile à vivre dans le milieu mafieux. L'histoire s'étend sur 2 décennies, de 1938 à 1960, explorant l'évolution de Jules, son ascension dans la mafia et sa relation avec Adam. Rivage lointain propose un mélange intrigant de mafia et de romance homosexuelle, une combinaison peu courante dans les récits de gangsters. Sur le plan graphique, le dessin de Rivage lointain adopte une approche minimaliste. Alors on peut peut-être le voir sur les slides suivantes. Comme vous pouvez le voir, les décors sont presque inexistants. Ça laisse place à l'expressivité des personnages. Et cette technique permet de se concentrer sur les interactions humaines et les émotions, un choix qui donne au récit une dimension presque intime. Les couleurs délavées et l'utilisation des teintes douces accentuent cette atmosphère mélancolique tout en renforçant l'aspect rétro de l'œuvre. Anaïs Floni distingue sa BD par son exploration des émotions humaines, ses relations complexes et la profondeur psychologique qu'elle parvient à insuffler à ses personnages. Elle offre une nouvelle perspective qui bouleverse les attentes du lecteur.
et une relecture originale et sensible de l'histoire de la mafia. Après avoir traversé l'Atlantique, nous allons maintenant traverser la Méditerranée avec Jennifer. Et je vous rappelle qu'à tout moment, n'hésitez pas, vous pouvez vous poser vos questions dans la rubrique Q&R en bas, auxquelles nous répondrons à la fin de la présentation. Donc en effet, Traversée de Luca Valéry, qui est à la fois au scénario et au dessin, publié aux éditions La Boîte à Bulles en juin 2024. Alors Traversée, il s'agit du documentaire de notre sélection. En fait, durant l'été 2022, Luca Valéry va embarquer à bord du Géo Barents. C'est un navire affrété par Médecins sans frontières pour porter secours aux naufragés en Méditerranée. Alors pour Luca Valéry, chaque personne secourue a une histoire et il a choisi le support de la bande dessinée pour nous partager les témoignages de plusieurs naufragés qui sont pourtant tout au long de cette bande dessinée et des portraits qui restent pleins d'espoir face à l'avenir. Donc, on va pouvoir vous montrer quelques planches de son travail. Donc Traversée va nous faire vivre la crise migratoire, donc à la fois à travers les différents portraits des réfugiés, mais aussi en nous détaillant, donc comme vous pouvez le voir sur cette planche-ci, en nous détaillant le fonctionnement à l'intérieur du bateau et le regard du personnel et des bénévoles qui ont été embarqués durant cet été-là. Donc c'est un témoignage qui est vraiment nécessaire pour lutter contre l'indifférence face à cette crise migratoire. La bande dessinée, elle reste complètement d'actualité, car on a appris mi-décembre 2024 que Médecins sans frontières a annoncé que le Géobarent ne pourra pas reprendre ses actions sur l'année 2025. En effet, les nouvelles lois italiennes ont rendu complètement impossible l'accostage. Donc pour l'instant, il se retrouve dans une impasse. Et ces choses-là, on les apprend aussi à travers cette bande dessinée. Voilà, donc pour Traverser. Maintenant, je vais vous laisser découvrir la dernière bande dessinée de la sélection, donc Le Grand Incident, présenté par Sarah. Merci Jennifer. Et donc, dernière bande dessinée et pas des moindres. Donc, Le Grand Incident de Zelba aux éditions Futuropolis et les éditions du Louvre. Donc, en fait, c'est deux maisons d'édition qui, chaque année, donnent carte blanche à des auteurs pour faire une bande dessinée sur ce célébrissime musée. Et donc, Zelba, elle choisit d'aborder un axe plutôt atypique. Donc là, on est dans un Louvre fictif qui n'a pas connu de fermeture pendant la crise du Covid. La dernière fois qu'il a fermé, c'est en 1939. Il se passe un événement inédit qui le force à fermer. Les femmes nues des œuvres, que ce soit peinture ou sculpture, elles disparaissent parce qu'elles en ont marre d'avoir des regards et des comportements déplacés. Et pour autant, cet incident, ce grand incident, il aurait pu être évité parce que Teresa, une femme de ménage qui est au musée depuis plus de 30 ans, en fait, elle est confidente de ses œuvres et elle a essayé tant bien que mal de prévenir le directeur, Monsieur Darlin, de cette manifestation que les œuvres vont avoir. Et, euh, et donc, il se retrouve dépassé par les événements. Et donc, assez rapidement, au niveau de la BD, on peut le voir de toute façon avec la première de couverture et même là, les planches. Euh, voilà, il y a quelques recherches et le verdict, il est sans appel. Les œuvres, elles réapparaissent uniquement quand les hommes en face, ils sont aussi nus. Donc, toute cette BD un peu loufoque, c'est comment le Louvre va réagir, va gérer cette information. Donc là, on peut voir une planche super marrante où est-ce que le monsieur il peut garder son écharpe rouge pour rentrer dans le musée? Est-ce que les œuvres elles vont pas redisparaître? Voilà, donc cette BD, elle offre vraiment un regard intéressant de la part de Zelba sur la sexualisation du corps féminin à travers l'histoire de l'art, même plus largement dans la société. Et donc on a un trait qui est très expressif, qui accompagne la narration, qui est tout aussi humoristique et percutante.
Et voilà, je trouve que le bon mot pour décrire cette BD, c'est une satire légère qui offre voilà, une œuvre finale qui est accessible et réfléchie. Voilà, donc encore une fois, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et voilà, on clôture comme ça cette présentation DVD. Je te laisse la main, Lorelai. Effectivement, voilà, on a fait le tour de la sélection 2025. Donc, merci à Yann, Jennifer, Sarah et puis bah, Jordan, qu'on n'a pas vu, hein, mais qui agit encore une fois dans l'ombre pour que tout se passe bien ici. Alors, je vais répondre aux deux petites questions que j'ai vues là sur le côté, sur la discussion. Effectivement, c'est la première fois que la sélection est nationale. Alors, selon les inter-CSE, selon les régions, ça fait plus ou moins longtemps que le prix BD existe. Donc là, je vous laisserai vous rapprocher de votre inter-CSE pour avoir l'historique. Mais effectivement, cette année, on a fait le choix de tout rassembler, aussi bien pour le prix roman que pour le prix BD. Et puis, bah, c'est quand même plus chouette de vivre ça, grandeur, voilà, France. Le webinaire sera effectivement disponible en replay. Alors, je vous avoue que là, c'est plus Jordan qui sait le comment, pourquoi, quand, etc. Mais on a enregistré de sorte à ce que ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui puissent le regarder plus tard. Il n'y a aucun souci. Et oui, il y a bien une sélection off, comme les années précédentes, si ça vous intéresse. Alors, je ne vais pas donner la liste là, ce serait pas très facile pour vous de retenir les noms, mais même chose, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre inter-CSE pour avoir la liste, parce qu'effectivement, on est obligé de faire un choix, c'est comme ça. Il nous faut 9 BD pour la sélection, donc eh bien, on en met sur le côté, et pourtant, ils auraient pu avoir leur place eux aussi. Donc, bien sûr, avec grand plaisir, on vous partagera cette liste-là. Et je reprends mon petit message aussi, effectivement, sur une des slides pour C'était le grand incident. J'ai fait une erreur pour la maison d'édition, c'était bien Futuropolis, comme l'a dit Sarah, et pas Dupuis. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il y a une question, quand est-ce que cela commence? Donc, écoutez, dès que possible, vous pouvez vous rapprocher auprès de votre référent culture selon votre région. Et tous les documents de communication devraient être rapidement faits. Et donc, ça peut rapidement démarrer, en tout cas. Et je profite d'avoir la parole pour remercier aussi toutes les personnes qui composent les comités de lecture, grâce à eux, on a réussi à avoir cette belle sélection de 9 bandes dessinées. Je sais que certains sont déjà au travail pour 2026. On les remercie beaucoup. Je profite également de cette petite parenthèse calendrier pour vous rappeler que bah, vous avez jusqu'à novembre 2025 pour faire vos votes. Le système de vote va changer cette année. On n'aura plus le palmarès de 1 à 9, mais bien un podium. Donc le troisième, le deuxième et enfin le lauréat. Et on nommera le lauréat prix BD ainsi que le lauréat prix roman sur un même week-end en mars 2026. Alors, je laisse juste encore une petite minute pour celles et ceux qui veulent poser des questions. Mais j'ai l'impression qu'on a été plutôt clair. Visiblement, il y en a pas tant que ça. Je vois un remerciement. Bah, merci à vous tous, hein, surtout d'être là, d'avoir été présent pour cette présentation. Et puis, bah, c'est toujours un plaisir de vous proposer des nouvelles BD en espérant qu'il y en ait voilà, des belles pépites que vous pourrez présenter autour de vous, dont on pourra parler enfin, pendant longtemps, dans les années suivantes. Eh bien, écoutez, on va clôturer ce webinaire. Merci encore pour votre présence. Et puis, bah, à très bientôt. Bonne lecture surtout et bonne année, effectivement.
Merci à vous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.